Pour bien gérer une nation, est-ce qu'on doit choisir les meilleures personnes, peu importe qu'elles soient élues ou non? Avec Mika Guerrier, Valérie Beaudoin, Jacinthe Evarel et Alain Raya, c'est parti pour 30 minutes de débat. On a vécu un moment aujourd'hui, une nouvelle page d'histoire du Québec s'est écrite. Je, Christine Fréchette, déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge de première ministre avec honnêteté et justice. Après avoir été élue chef de la Coalition Avenir Québec dimanche, Christine Fréchette a officiellement été assermentée comme première ministre du Québec. Elle devient ici la 33e personne à occuper ce poste et seulement la deuxième femme. Les défis sont nombreux pour la nouvelle leader du gouvernement, dont celui de choisir les bonnes personnes qui vont l'entourer. Mme Fréchette devrait dévoiler la composition de son Conseil des ministres la semaine prochaine. Elle évalue actuellement les candidatures des députés de son caucus, mais elle serait aussi en train de courtiser certaines personnes non élues. Elle en a d'ailleurs glissé un mot mardi matin lors d'une entrevue avec nos collègues de Cogeco Média. Faire entrer des non-élus au Conseil des ministres, est-ce que c'est dans votre coffre à outils? C'est une possibilité. C'est pas un incontournable, mais c'est une possibilité. Ça pourrait. Je ne ferme pas la porte et je veux m'assurer qu'il y a une belle représentativité aussi de l'ensemble des régions. Mme Fréchette ne sera pas la première à recruter un candidat non élu au sein de son conseil ministériel. Plusieurs de ses prédécesseurs l'ont fait. En 1998, Lucien Bouchard a nommé François Legault ministre de l'Industrie et du Commerce. En 2008, Jean Charest a offert le ministère de la Santé et des Services sociaux au Dr Yves Bolduc. Et sur la scène fédérale, il y a le conservateur Michael Fortier qui a été ministre pendant 2 ans sous Stephen Harper sans ne jamais avoir été élu. Et dans le camp libéral, à la fin des années 90, Jean Chrétien a également offert des ministères à Pierre Pettigrew et Stéphane Dion avant que les deux hommes se fassent élire dans une circonscription. Ça nous amène à notre question de ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre la nomination de non-élus, donc pas de député, mais quelqu'un qui sort carrément, qui n'est pas un parlementaire et qui devient comme ça ministre, qui fait son entrée au Conseil des ministres? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ou contre? Tour de table. Mika, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pour et je souris parce que dans la liste exhaustive que tu as sortie, il y en a un assez important. Le premier ministre du Canada, qui est un non-élu. Mais là, on parlait des conseils des ministres. Alors, je me garde ça pour plus tard. Mais oui, t'as raison. Je sors cette carte-là tout de suite. Puis il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais oui, parce qu'on pourrait se priver de compétences et on pourrait aller chercher des compétences à l'externe. Souvent, on a des ministres qui n'ont pas nécessairement les compétences pour être à la tête de leur ministère. Là, on pourrait s'assurer d'avoir des gens qui ont du bagage dans ce domaine-là. Valérie? Pour, ça fait partie, c'est dans le modèle américain, puis ça fait partie d'une de fonction que j'envie à ce modèle américain-là. Et justement, qu'on a besoin de postes critiques, de ministères critiques, d'avoir des gens très compétents dans certains domaines, ça peut être vraiment utile. Tu nous expliqueras comment on pourrait s'en inspirer, d'ailleurs, des États-Unis. On ne peut pas s'en inspirer sur tout, mais sur certaines choses. C'est pour ça que je dis dans cette fonction-là, cette fonction, entre guillemets. Jacinthe, ta position. Je suis contre parce que je trouve que c'est d'une arrogance, mes mots vont être durs, là, mais d'une arrogance crasse et d'un désaveu de toutes les compétences et l'expérience des autres collègues élus à l'Assemblée nationale et aussi envers les électeurs qui voient de cette manière une concentration du pouvoir entre les mains de la première ministre ou du premier ministre. Ouais. Retiens-toi. J'ai vu ta face. Non, je te dis retiens-toi. Retiens-toi. Alain, je sais que tu vas réagir là-dessus. Si on poursuit la réflexion des gens qui sont en faveur de ça, bien, n'ayons plus d'élections, puis allons chercher une personne par ministère qui aurait une compétence. Si on n'est pas capable d'aller chercher un vote pour se faire élire, on ne mérite pas d'être ministre. Modèle américain. Ça va être intéressant. C'est dur, nos collègues. Vous pouvez l'être aussi. On est trop zen. Le clan du pour, le clan du contre. On va aller voir comment se divisent nos téléspectateurs en ce début d'émission. Alors, 27 des gens sont pour cette idée de nommer des non-élus dans un conseil des ministres, alors que 73 des gens sont contre. On efface tout ça, on recommence. Nous, à vous de voter, de vous exprimer tout au cours de l'émission. Vous balayez le code QR, répondez à la question, commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Il va y avoir des arguments qui vont aller de part et d'autre pendant l'émission. Peut-être que ça va vous faire changer d'idée. Rappel, vous avez vos interrupteurs. Alors, on commence par quoi? On va parler de la compétence. Parce que c'est pourquoi, dans le fond, un premier ministre ou une première ministre déciderait d'aller à l'extérieur de son caucus. C'est dans l'objectif d'aller chercher une personne compétente. Bien, tout à fait.
c'est l'argument, puis c'est important d'avoir la meilleure personne à la bonne place. Je trouve ça très important parce que je dis pas que tous les ministères, tout le temps, jamais d'élus. C'est pas ça la question. C'est que je regarde parfois le temps que ça prend à un nouvel élu d'arriver dans un ministère, des ministères qui sont importants, qui ont un impact également sur la vie des Québécois, des Québécoises et même des Canadiens aussi. Des domaines pendant compliqués, longtemps, le temps d'apprendre, le temps d'apprentissage. Et je me rappelle, je sais pas si c'est Alain qui en avait parlé, du cycle où quelqu'un en avait parlé pendant un débat, du cycle, le temps que ça prend, le temps d'être élu, le temps d'arriver, de connaître son ministère, de connaître également les fonctionnaires. Les dossiers, puis après ça, il y a un remaniement ministériel. Après ça, on a d'autres élections. À un moment donné, avoir de la stabilité, quelqu'un qui peut arriver rapidement avec des compétences dans un domaine précis, pour moi, c'est important. Puis on accélère le processus. Pourquoi avoir une démocratie à ce moment-là? Allons chercher des gens, des PDG de compagnie partout, de chacun des ministères. Moi, j'ai envie de vous correctionner sur la question de la compétence, parce que ça reste que c'est un enjeu. Je veux dire, prenons, par exemple, ne serait-ce que le ministère de la Santé. On a vu, là, ils essaient de le réformer. C'est pas évident à comprendre, d'abord. Est-ce que c'était pas une bonne idée, dans le temps, d'engager comme ministre le Dr Bolduc, même s'il n'était pas élu? Non, parce qu'il n'y a rien qui empêche le gouvernement d'aller chercher des sous-ministres, d'aller voir des experts pour aller chercher de l'information. Mais l'élu, lui, il a la responsabilité d'entendre sur le terrain ce que la population lui dit. Pendant une campagne électorale, il va à l'écoute des gens. Il va chercher leurs préoccupations. Il se fait nommer ministre par son chef, par le premier ministre, ultimement. Puis il y a des experts, il y a des hauts fonctionnaires avec lui. Il n'y a rien qui l'empêche d'aller chercher, d'engager des gens, d'aller voir des firmes privées, d'aller voir des médecins dans le cas du système de santé, de demander aux gens sur le terrain, qu'est-ce qui est le mieux? D'aller voir des enseignants, des psychologues. Mais ça prend ultimement, c'est ça la consultation, c'est ça le processus. Les gouvernements n'ont pas beaucoup de temps. Bien, là, à un moment donné, sinon, ça sert à quoi une démocratie? Allons chercher un expert dans chaque domaine. Les Américains ont une démocratie quand même. Mais sur un autre modèle d'élection. Faut voir tout le système. Mais quand même, là, on peut s'inspirer quand même du côté compétences qui peut être intéressant. Moi, je trouve vraiment que on peut avoir dans des dossiers critiques la bonne personne. Est-ce que ça veut dire qu'on nomme toujours des gens qui sont extrêmement compétents? Je pense que je peux faire une petite liste en ce moment et douter de ça. Mais quand même, je trouve que oui, pour des ministères, c'est très intéressant. Il y a des gens souvent qui peuvent se concentrer uniquement sur ce dossier-là. Dossier à l'international, justement, tu n'as pas le temps d'être dans ta circonscription, mais tu pourrais, dans un modèle, on invente un nouveau modèle aujourd'hui. Quand on était cherché mais lui, il n'était pas dans le cabinet. Il n'était pas dans le cabinet, par exemple. Sur le modèle américain, il reste que depuis novembre 2024, depuis où Donald Trump est élu, que j'entends sur toutes les tribunes et que je lis beaucoup les commentateurs, justement nommer ce défaut de Donald Trump, d'avoir nommé ses amis, d'avoir nommé ses alliés. Et là, on dit tout d'un coup que ce modèle est inspirant pour le Québec. Alors là, c'est une évaluation géométrie variable. Oui. Et l'autre chose, sur la compétence... En même temps, pour la défense de la situation, ça reste qu'avec Donald Trump, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de normal. Ouais, je pense qu'il faut s'inspirer peut-être, si on doit s'inspirer des États-Unis. Quand même 250 ans d'histoire, non? Bien, ça fait notre affaire de copier les Américains quand ça fait notre affaire. Bon, mais je veux sur la compétence, je vais quand même revenir sur la compétence. Restons sur la compétence, on reviendra sur les amis plus tard, OK? Il reste que tu l'as dit, Meeker, tantôt, en introduction, s'approprier un ministère, s'approprier le fonctionnement, ça prend du temps. Et ça prend du temps même pour un expert qui arrive de l'extérieur. Alors, en ce moment, notre première ministre a des joueurs qui ont déjà géré un ministère. Donc, d'apprendre les technicalités du fonctionnement d'un ministère, d'apprendre toute cette bureaucratie-là, c'est une grande marge d'apprentissage. Donc, quelqu'un qui arrive de l'extérieur n'est pas aussi habilité qu'un autre ministre qui se fait simplement changer le ministère. Alors, tu veux dire que François Legault était moins habilité? Je veux dire, François Legault a quand même été premier ministre du Québec aussi. Il a fondé un parti à la base. Je veux dire, il était... Je peux-tu? Oui, tu peux. Tu peux peser dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut aplanir cette courbe d'apprentissage-là, premièrement. Puis pour revenir à ce que Alain disait, ben oui, on peut. Puis pour revenir à ce que Alain disait par rapport au fait d'être élu, ben être élu, ça garantit pas non plus qu'on comprend tous les enjeux. La population a beau intervenir. La population a décidé, c'est pas à toi ni à moi. On a beau intervenir puis prendre le pouls du public. Ça veut pas dire que j'ai les compétences parce que j'ai compris ce que les gens me parlaient en termes d'économie, que je suis capable de gérer un ministère économique. Ça s'intéresse. J'ai travaillé comme conseillère politique en cabinet ministériel. C'est des mois
d'apprentissage. C'est des piles hautes de même de dossiers que les hauts fonctionnaires nous apportent, les sous-ministres associés, les sous-ministres adjoints. Terminé. Apprendre tout ça. Mais ça va en plein dans le... Mais ça va en plein quelqu'un dans qui a mon déjà texte. été ministre comprend le fonctionnement des pochettes. Oui. Juste... Je comprends, mais après ça, c'est pas tous les ministres, des nouveaux ministres qui ont déjà été ministres. Là. Tu sais, à chaque fois, il y a des nominations. Non, Moi, ça j'ai une serait pas question très pour bon vous la deux. démocratie non plus, c'était toujours les mêmes. Avec vos expériences respectives, OK? Tu dis, le cabinet ministériel connaît le dossier, tout ça. Est-ce que, comme employé, tu aimes bien mieux avoir un ministre qui, par exemple, pour le ministre je vais dire des relations municipales, c'est pas ça pantoute, là. Des affaires municipales, merci. D'avoir quelqu'un qui, par exemple, serait un ancien maire, qui arrive, tu dis, hey, lui, là, quand je vais lui parler du dossier, il va savoir de quoi je parle parce qu'il y a l'expérience qui va avec. Au lieu d'avoir quelqu'un qui arrive complètement d'un autre domaine, à qui il va falloir que tu t'expliques. Oui, ça peut être très intéressant, justement, mais en même temps, ça reste quelqu'un qui a été choisi par le ou la première ministre. Et en ce sens-là, ben, il n'est pas redevable envers la population, il n'y a pas la même pression. Et on sait que le premier ou la première ministre s'entoure de gens qui pensent comme elle. Alors, on n'est plus dans une saine démocratie où il y a un choc des idées, il y a confrontation des idées. Je vais réagir à l'aide, puis on va à la pause des amis. La question est super pertinente. Dans le cas des affaires municipales, c'est un élu en plus que l'expérience terrain, mais qui a été aussi élu par la population s'il est là. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça va être qu'il y a un élu qui a de l'expérience en ce moment. Tout à fait. Mais si c'est le cas, ça nous prendrait un médecin pour le système de santé, ça nous prendrait un enseignant pour le système municipal, ça nous prendrait un aîné pour le ministère des aînés. Ça sert à quoi la démocratie à ce moment-là? OK. Est-ce que pour ou contre les amis, je m'en vais à la pause. Pour ou contre la nomination des non-élus dans un conseil des ministres, c'est la question du débat de ce soir. Allez y répondre. Commentez, on poursuit ça au retour. On est de retour aux débatteurs. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre la nomination de non-élus dans un conseil des ministres? C'est pas quelque chose qui arrive à tous les conseils des ministres, mais parfois, peut-être une fois à tous les 10 ans, il y a des gens qui sont nommés sans être députés. Mais souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils sont élus là, pas longtemps après, souvent 2, 3, 4 mois plus tard à l'élection suivante. C'est souvent l'habitude, d'ailleurs. On les nomme avant une élection. D'ailleurs, par rapport à ça, la question du temps aussi milite dans l'argument de nommer quelqu'un qui n'a pas été élu. C'est que le temps d'attendre... Oui, exact. C'est le temps d'attendre, exact. Le temps d'attendre des élections partielles, qu'une occasion se présente. On peut faire rentrer quelqu'un au Conseil des ministres. Puis sachant qu'il y a une élection qui arrive. Exact. Puis je comprends ce qu'Alain dit. Tu sais, si on faisait ça à brûle-pourpoint tout le temps, mur à mur, là, oui, on aurait un problème avec la démocratie, mais ces gens-là vont se présenter aux élections suivantes aussi. C'est clair que ça fait partie des conditions en passant que dans les personnes qui sont sollicitées, qui doivent se présenter à l'élection au mois d'octobre prochain. D'ailleurs, quel message s'envoie quand un premier ministre, par exemple, va nommer quelqu'un qui est non élu? Quel message s'envoie à tous les autres parlementaires? C'est clair que ça va être de la bisbille à l'intérieur. Et Christine Fréchette, son le cas présent, parce que c'est elle qui a laissé sous-entendre potentiellement qu'elle pourrait faire ça. Elle a 80 députés, il y en a à peu près la moitié qui l'ont appuyée. Elle doit s'assurer d'avoir des supporters de l'équipe de Bernard Drinville. Elle a déjà annoncé qu'elle aurait moins de ministres, qu'elle aurait un cabinet plus petit. Puis là, elle fait rentrer quelqu'un de l'extérieur. Elle envoie le message, comme Jacinthe Ève, que les 80 qui sont là, dont le 2 tiers attendent depuis 8 ans d'avoir leur place avec toutes sortes de CV. Ça soit une nomination évidente. C'est-à-dire que tout le monde va dire, oui, ça va être un plus pour notre parti si on se fait élire. Il faut que ça soit exceptionnel. Je veux dire, non, mais c'est... Sophie Brochu? Même pas. T'as 80, non, mais on dirait non. T'as 80 députés. Ouais, mais et tu oubliez lèves pas, le nez sur 80 mais oubliez pas, les amis, il y en a plein qui partent aussi. Hein? Il y a plein d'opportunités. On va prendre un exemple. On va prendre un exemple. Elle a approché, ils ont approché l'ancien PDG Desjardins. Mettons qu'elle veut faire un coup, là. Elle veut montrer qu'elle est capable d'attirer des gens. Il n'y a rien qui l'empêche de le nommer comme conseiller spécial économique pour supporter son ministre des Finances qui reste d'Éric Girard. Non. Elle a 5 mois. Elle doit changer le système et elle protège ses députés qui sont à l'intérieur. Elle travaille son caucus puis elle regarde l'expertise qu'elle a à l'intérieur. En début d'émission, tu nous as parlé des États-Unis. Comment ça marche aux États-Unis? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ils ne sont pas élus du tout, là, les gens qui sont Non, ils n'ont pas le droit, en fait, d'être élus. Bien, les seules personnes dans le cabinet qui sont élues, c'est le président et le vice-président. Ça, c'est vraiment avec une élection. Mais pour tout le reste, s'ils sont déjà des élus, par exemple, Marco Rubio, secrétaire d'État, qui était sénateur, lui, de la Floride, il a dû démissionner. il démissionne
de son poste, il y a une élection spéciale ou, bon, dépendamment des États, quelqu'un qui peut aussi être nommé directement par le gouverneur. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne parce que, justement, leur philosophie, c'est de se dire, ces gens-là vont se concentrer sur ce dossier-là. Et après ça, les élus qui ont des compétences ou qui ont des intérêts, je sais pas, pour la question internationale, économique ou autre, il y a des comités qui ont quand même beaucoup de pouvoir, beaucoup de poids aussi décisionnel, qui sont formés, justement, pour aider soit aux politiques ou soit, justement, à contrecarrer peut-être certains plans. Mais là, bon, je vous donne que le système américain est différent, mais c'est quand même intéressant. Puis je veux rebondir, tantôt tu disais, bon, on critique beaucoup, je vais donner l'exemple de Pete Hegseth, là, au niveau des non-compétences, je pense que la plupart des gens vont s'entendre pour dire que c'est peut-être pas lui qui a le plus de compétences, le plus gros CV pour dire être secrétaire de la guerre. Mais en même temps, il aurait pu choisir un élu et on aurait le même débat que ça. Là. Je ne sais pas, Lauren Boebert, qui est très critiqué aussi, qui décide d'être mis à la sécurité intérieure ou autre. On aurait pu avoir aussi un débat sur les compétences. Est-ce qu'on a choisi? Par contre, ça permet. Scott Bessent, par exemple, qui est au niveau de l'économie, c'est quelqu'un qui a vraiment un bagage et qui est là aussi pour aider l'administration Trump. Marco Rubio, à l'international, beaucoup d'expérience. Je pense que ça, c'est vraiment des plus pour l'administration actuelle. Sauf que ça, c'est la séparation des pouvoirs du système américain. Alors, le pouvoir exécutif est contrebalancé par la Chambre des représentants, par le Sénat. Donc, le système est organisé pour avoir une belle balance des pouvoirs. Mais c'est un fantasme politique. Et des contre-pouvoirs. Là, on est ailleurs dans notre système parlementaire britannique. Et justement, la séparation des pouvoirs fait en sorte que, dans notre Parlement à l'Assemblée nationale, ce sont des élus qui occupent ces fonctions-là exécutives. Et on trahit un peu l'esprit de notre démocratie. On trahit aussi le vote des électeurs lorsqu'on contourne le vote des électeurs. En même temps, les électeurs, des fois, quand tu as un gros ministère et tu es vraiment pris là-dedans, tu n'as pas de temps. En tout cas, corrige-moi, Alain, tu as moins de temps. J'imagine quand tu as un gros ministère que tu es un simple élu pour ta circonscription, pour les enjeux locaux, parce que justement, tu es occupé dans des grosses... Je vais répondre à ça. Tout part de la base d'une élection. Chaque parti politique a l'obligation de faire son recrutement. Puis sa responsabilité, s'il veut être élu au gouvernement, c'est d'avoir de l'expertise à différents domaines. Qu'est-ce qu'on va regarder à l'approche de l'élection? On va regarder chacun des partis, est-ce qu'ils ont des bons acteurs, des bons candidats économiques, des acteurs au niveau de la santé, de l'éducation, pour justement, une fois que c'est fait, avoir cette expertise-là à l'intérieur pour former utilement son cabinet. C'est là que les analystes politiques en approchent. Il a fait référence à Mark Carney. Mark Carney est notre premier ministre, puis il l'est devenu avant même d'être élu. Oui, puis je regarde... Est-ce qu'il n'aurait pas dû? Est-ce qu'on aurait dû passer à côté d'une candidature comme celle de Mark Carney? Là, on est dans une élection à la chefferie où des gens peuvent appliquer de l'extérieur comme de l'intérieur du parti. Donc, il y avait quand même un processus. Tout à fait. Et la question, une fois élu, est-ce qu'il aurait dû se faire élire à la Chambre ou rester à l'extérieur de la Chambre? Il a déclenché une élection justement pour pouvoir rentrer. Pierre Poilievre, quand il a perdu son siège, il a dû se faire élire avant de rentrer au Parlement. Il n'était pas chef de l'opposition. Donc, il était le chef du parti. Dans ces cas-là, en fait, du premier ministre, il y a eu un processus démocratique où les gens ont retourné à la Chambre des communes nationale. Donc, ce cas-là qu'on a parlé n'est pas un bon cas pour ce qu'on a là. On va y retourner avec les ministres, même s'ils sont nommés puis ils ne sont pas élus encore. On va y retourner justement comme Mark Carney. Ça va prendre plus de temps, mais on va y retourner comme Mark Carney n'aurait pas pu aller à la Chambre des communes pour siéger. Il aurait dû rester là. Donc, si elle veut nommer quelqu'un puis qu'il ne vienne pas là, on va dire, il va faire quoi? Il ne répondra pas aux questions de l'opposition? Il ne rendra pas des comptes à la population dans l'enceinte démocratique, pour moi. Oui, mais pourtant, les fonctionnaires ne répondent pas aux questions non plus. Là. Commentaire sur notre question. Est-ce que vous êtes pour ou contre la nomination de non-élus dans un conseil des ministres? Gilles nous dit contre. Confier un ministère à un non-élu m'apparaît antidémocratique et très risqué. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause, au retour d'autres commentaires et on verra si l'aiguille a bougé. On est de retour aux débatteurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les non-élus? Est-ce qu'on les rentre au Conseil des ministres ou non? Sylvain nous dit « Je suis totalement contre. C'est comme s'il n'y avait pas assez de talent chez nos élus. » Ibrahima dit ça permet de challenger les certitudes et l'idéologie du parti. Ça peut aussi changer les réflexes partisans et la bureaucratie lourde. Et Océan
Harel. Oui. Son fils qui nous dit contre. Ces personnes n'ont pas reçu le mandat direct des citoyens et ne sont pas redevables devant l'électorat. Hein? On va pas de chicane à la maison à soir. C'est bon, ça. Non, c'est un bon petit bonhomme qui a des opinions. Il est venu ici, d'ailleurs, autour de la table récemment. OK, un mot pour parler des... On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il n'y a pas un risque, justement, qu'un premier ministre nomme ses petits amis puis que ça discrédite encore plus la politique. Là. Oui, et ça concentre le pouvoir. Ça veut dire que la première ministre augmente son pouvoir parce qu'elle choisit quelqu'un qui va lui être redevable plutôt que d'être redevable à des électeurs, premièrement. Et l'autre chose, c'est que... on envoie un drôle de signal aux électeurs. Moi, je dirais, là, puis c'est pas bon pour ces élections de toute façon, là. Elle prépare des élections à l'automne. C'est pas un bon message à envoyer aux électeurs. Je dirais, moi, j'aurais l'audace de dire, si t'as pas la spécialité que tu veux dans ton équipe, pourquoi tu nommes pas un député d'un autre parti? Ah! Oh! Ouais, c'est intéressant. Parce que moi, dans mes arguments, il y a justement de plus être dans la partisanerie puis de nommer quelqu'un qui... Tu sais, je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un qui est dans un autre famille politique. Non, mais pour nommer quelqu'un qui est, je sais pas, un ancien, par exemple, qui vient dans un autre parti. Ça donnerait beaucoup de crédibilité. Oui, ça donne beaucoup de crédibilité, mais après, est-ce que ce ministre-là doit voter avec le parti ou pas? Parce qu'on parle d'être redevable, mais les ministres qui sont nommés à l'intérieur du parti sont quand même redevables au premier ministre. Alain, 5 secondes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vrai boss, là, c'est pas le premier ministre. C'est la population. Oh, wow. Ça, je pense qu'on l'oublie trop souvent. Parfait. Pour ou contre, on va aller voir comment on termine ça. En début d'émission, c'était 27 pour le pour, 73 pour le contre. On termine ça comment? Comme ceci. Oh! 5 des gens sont pour. 95 Toute la marmaille de Jacinthe va voter. Il écoute l'émission puis il vote. Hey! Et c'est Alain, le choix du public, ce soir pour les meilleurs arguments. Étoile du match, Alain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On attend les résultats. Quels seront le Conseil du ministre? Ce sera la semaine prochaine pour connaître les décisions. Bonne nuit! À demain!